Alors bonjour à tous, mon nom c'est Andrea Muru. Je suis étudiante au doctorat dans l'équipe de Maria Fernandez au CHUL et co-dirigée par Dr Lara Bilodeau à l'UCB. Et aujourd'hui, je vais parler avec vous un peu de neutrophiles, d'inflammation et de fibrose cystique. Mais avant qu'on commence, j'aimerais qu'on prenne tous ensemble une grande respiration. Donc ça commence par l'inspiration, puis l'expiration. Respirer peut paraître extrêmement simple et banal. Dans une journée, on oublie facilement de penser, voire même de sentir que l'on respire. Et pourtant, ce mouvement qui est si quotidien dans notre organisme peut être une source de grandes difficultés pour certaines personnes, notamment celles qui vont être atteintes d'une maladie génétique qu'on appelle la fibrose cystique. Alors, la fibrose cystique, elle est causée par la mutation d'un petit canal qui se trouve à la surface des cellules qui tapissent nos voies respiratoires. Lorsqu'il fonctionne normalement, ce canal sert au passage de petites molécules qu'on appelle des ions, mais aussi à hydrater le mucus qui recouvre les voies respiratoires. Alors, avoir une dysfonction de ce canal, c'est un peu avoir des voies respiratoires qui ressembleraient au boulevard Laurier lorsque le pont de Québec est en travaux et que les feux de circulation ne fonctionnent pas. En gros, c'est bouché et il y a vraiment un trafic très dense. Alors, en clinique, on ne parle évidemment pas de bouchon, mais plutôt d'obstruction des voies respiratoires, qui va être causée par un mucus épais et visqueux au niveau des voies respiratoires. Ce mucus, il est plus du tout fluidifié en fait par le canal, qui est censé agir un peu comme le feu de circulation qui fluidifie le trafic. Euh, donc, il n'exerce plus sa fonction initiale, qui est vraiment de faire acheminer les pathogènes qu'on va inspirer dans l'air vers l'extérieur via la toux ou l'éternuement. À la place, il va plutôt emprisonner les pathogènes dans les voies respiratoires et favoriser le développement d'infections bactériennes ou fongiques chroniques chez les patients. Alors, comme vous le savez bien, notre organisme dispose de toute une armée de cellules immunitaires pour nous défendre et nous protéger contre tout type d'infection. Et parmi cette armée de cellules immunitaires, on a les neutrophiles. Les neutrophiles, c'est un peu comme les fantassins de l'armée de cellules immunitaires parce qu'ils arrivent très rapidement et en très grand nombre au front de bataille, donc au site de l'infection au niveau du poumon. Et ces neutrophiles soldats, ils possèdent toute une artillerie pour contrer, éradiquer les pathogènes, soit au niveau intracellulaire, en les digérant, soit au niveau extracellulaire, en libérant des armes moléculaires là, dans leur environnement. Alors, malgré toutes ces armes antimicrobiennes, les soldats neutrophiles en fibrose cystique ne parviennent pas à éradiquer les infections. Donc, il faut savoir que d'une part, ces neutrophiles, ils possèdent aussi la mutation du canal dont je vous ai parlé plus tôt, qui pourrait causer certains défauts dans la réponse face aux pathogènes, mais aussi la présence chronique de tous ces agents infectieux au niveau des voies respiratoires va causer un véritable surmenage, un burn-out des neutrophiles qui vont finir par se désorganiser et aussi faire des erreurs. Et c'est donc l'ensemble des erreurs causées par la mutation et par la désorganisation des neutrophiles qui vont causer les différents symptômes respiratoires chez les patients et aussi l'installation de toute une inflammation au niveau du poumon qui va conduire au déclin graduel de la capacité pulmonaire, qui est vraiment la cause de morbidité et de mortalité principale chez les patients atteints de fibrose cystique. Et donc, moi, dans le cadre de mon doctorat, je me suis posé la question justement du rôle des neutrophiles dans le développement de la physiopathologie pulmonaire en fibrose cystique. Donc, à l'origine, les neutrophiles ils étaient plutôt connus en recherche comme étant un ensemble de cellules homogènes qui avaient toutes plus ou moins des fonctions similaires. Mais avec l'avancée de la recherche sur les neutrophiles, on s'est aperçu qu'en fait, il existait plein de sous-populations, des genres de sous-unités spéciales de l'armée de neutrophiles qui pouvaient avoir des caractéristiques et même parfois des fonctions différentes. Et c'est comme ça
que dans différentes pathologies avec une composante inflammatoire, il a été identifié justement des sous-populations de neutrophiles qui pouvaient avoir des rôles parfois pro-inflammatoires et même anti-inflammatoires. Alors, pour ce qui est de la fibrose cystique, nous, on a identifié une sous-unité spéciale là, de neutrophiles qu'on appelle les neutrophiles de faible densité ou LDN en comparaison aux neutrophiles normaux dans la circulation de nos patients. Et on s'est aperçu que cette sous-population-là de LDN était présente en plus grande quantité chez nos patients que chez des donneurs sains. Donc là, on s'est dit, mais à quoi servent ces cellules? C'est quoi leur intérêt dans, dans une physiopathologie, dans la physiopathologie de la fibrose? Pour répondre à cette question, on a utilisé des technologies de pointe qui nous permettent d'identifier des éléments très spécifiques à la surface des cellules. Ces éléments, on les appelle des récepteurs de surface. C'est un peu un genre de drapeau que les cellules vont arborer pour s'identifier. Et on s'est aperçu que parmi nos LDN, on avait une partie de cellules matures qui exprimaient à leur surface le drapeau CD10, qui est un récepteur lié à la maturité, alors que d'autres cellules l'exprimaient très peu, voire pas du tout. Donc, on a un côté des cellules matures, c'est comme les soldats chevronnés, qui expriment aussi d'autres récepteurs à la surface comme le CD16. Et de l'autre côté, des immatures, ça c'est plus les fantassins débutants, qui eux ont aussi leurs marqueurs spécifiques comme une forte expression du CD36B et aussi l'expression du CD33. Donc, ces groupes de cellules qui expriment justement des récepteurs différents à leur surface pourraient aussi avoir des rôles différents dans la physiopathologie pulmonaire. Et donc, pour essayer de mieux comprendre la contribution de chacune d'entre elles, on est allé analyser vraiment en détail tous les dossiers cliniques des patients de notre cohorte fibrose cystique. Et étant donné que le déclin de la capacité respiratoire est vraiment la cause principale de mortalité, on s'est intéressé aux variations de capacité respiratoire chez les patients, qui est mesurée par une valeur qui s'appelle le VEMS. C'est pour volume expiratoire maximal par seconde. Donc en gros, c'est tout l'air qu'on est capable d'expirer de nos poumons en une seconde. Et cette valeur-là, elle est très utilisée, elle est prise en fait régulièrement en clinique chez les patients. Et donc, on a pris cette valeur de VMS au moment du recrutement des patients dans notre étude et on l'a comparée à une valeur de VMS médiane calculée sur plusieurs années avant le recrutement des patients. Et en fait, on s'est aperçu qu'il existait une relation qui était inversement proportionnelle entre les variations de VMS et les LDN matures dans la circulation des patients. Autrement dit, plus les patients avaient de LDN matures dans la circulation, plus leur variation de VMS était négative, ce qui indiquait plutôt un déclin de la capacité respiratoire chez les patients. Alors, ces résultats, ils sont particulièrement intéressants du fait qu'ils vont associer des paramètres biologiques qui sont reliés aux cellules qu'on a étudiées, donc les LDN et spécifiquement les LDN matures, avec un paramètre clinique, le VEMS, qui est largement utilisé par les cliniciens pour juger de la sévérité de la maladie chez les patients. Et donc, c'est un peu la première fois en fibrose cystique qu'on distinguait avec un marqueur de surface des cellules matures et immatures parmi les LDN et qu'on l'associait justement au paramètre clinique qui lui-même est directement prédictif de la sévérité de la maladie. Alors, les analyses qu'on a faites pour le moment, qui étaient plutôt rétrospectives avec le VMS, pourraient suggérer que les LDN matures illustreraient dans la circulation l'inflammation qu'on retrouve un peu au niveau pulmonaire. Maintenant, ce qu'on aimerait faire, c'est aussi voir si ces LDN-là, certaines de leurs caractéristiques, pourraient plutôt prédire le déclin de la capacité respiratoire. Et pour ça, on pourrait faire une analyse cette fois-ci plutôt prospective avec le VEMS, mais aussi avec d'autres mesures de la capacité respiratoire. Et finalement, on espère qu'avec ces résultats-là, on va pouvoir un peu aborder un aspect différent de la physiopathologie en fibrose cystique et aussi mieux comprendre la biologie des neutrophiles et des sous-populations de neutrophiles dans des pathologies inflammatoires, comme c'est le cas
de la fibrose cystique. Alors je vous remercie, d'avoir écouté et je voudrais vraiment remercier mon équipe, du JUL, l'équipe de docteur Fernandez, l'équipe de ma codirectrice à l'UCPQ, le docteur Bilodeau, les infirmières qui ont, prélevé, les patients, nos collaborateurs, ainsi que les organismes subventionnaires. Merci beaucoup.